Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue sur Canal et bienvenue dans la matinale, bienvenue dans Manjour et d'Algérie. Ce vendredi, nous sommes heureux en tout cas de vous accueillir et nous sommes particulièrement ravis de vous accompagner pendant ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Comme vous le savez, dans cette matinale, on est ensemble de 9h jusqu'à 10h30 et ce matin, comme tous les vendredis, c'est le doc qui s'y colle, docteur Benachnou. L'éducation, le vendredi. Alors du coup, l'éducation sanitaire, l'éducation thérapeutique, on en parle d'ailleurs avec docteur Fethi Benachnou ce matin sur notre plateau. Kenzan Char, elle aussi, ah bah oui, elle est là. Kenzan Char, elle va nous parler aujourd'hui de société civile, le rôle de la société civile dans l'insertion professionnelle. Elle ne sera pas seule d'ailleurs sur ce plateau avec elle, Yassine Mohamed Tahimi, formateur dans le domaine commercial et du développement personnel. Et en parlant de développement personnel, elle sera de retour. Fatma Zahra Ben Ali, elle est coach de vie, elle est athlète aussi, elle fait les sports mécaniques, enfin elle pratique des sports mécaniques et avec elle on va parler de comment rattraper le retard de révision en moins de 2 mois. Ça c'est plutôt pour les classes d'examen et d'ailleurs elles arrivent à vitesse grand V, ces fameuses, ils arrivent à vitesse grand V, ces fameux examens. On finira avec Amina Belharizi, si vous le voulez bien, organisatrice de l'atelier Comment se préparer pour les examens en famille. Là aussi, on parle éducation et on parle de la prise en charge de nos enfants. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, la météo du jour, c'est avec vous, Mina Abed, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va? Ça fait un moment que je vous ai pas croisé, vous. Ça fait très longtemps. Ouais, que devenez-vous depuis? Écoutez, rien n'a changé. Ouais, je vois ça. Ouais. Ouais. Moi aussi, je vois ça. Et quand ça vient d'elle, faut s'inquiéter pour la suite. Moi aussi, je vois ça. Je sais pas comment le prendre, mais aussi, je vois ça. Alors, la météo de ce vendredi, il a été annoncé un BMS cette nuit. Est-ce que ce matin, ça va s'améliorer, s'arranger ou pas un peu partout ici en Algérie? Les réponses avec vous. Merci beaucoup, Mahrez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel restera plutôt nuageux, parfois couvert, notamment sur l'ouest du pays, avec quelques pluies sur les régions intérieures. On notera un ciel dégagé, peu nuageux sur le centre, peu nuageux également sur les régions de l'Est avec des pluies, parfois sous forme d'averses avec quelques orages, notamment sur les Aurès. Sur la partie sud, on notera un ciel plutôt voilé, sur le Nord Sahara, le Sahara central, le sud-ouest. On notera quelques passages nuageux avec quelques pluies, notamment sur les oasis et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 20 degrés à Alger, 24 degrés du côté de Annaba Tiaret, 23 degrés à Tlemcen, 22 degrés à Annaba, 18 à Guelma, 23 degrés à Gardaya, 22 à Béchar, 26 à Tindouf, 27 degrés à Hassim Saoud, 28 à Adrar Ain Salah et enfin 42 degrés à Bordeaux Mokhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera quelques passages nuageux, notamment à Londres, Paris, Bordeaux. On notera des averses à Lisbonne ainsi qu'à Madrid et puis beaucoup de soleil à Varsovie, Bucarest, Marseille. Et côté Mercure, on notera 8 degrés seulement à Berne, 20 degrés à Berlin, 19 à Prague ainsi qu'à Varsovie, 21 degrés à Budapest, 18 à Bucarest, 16 à Athènes, 17 à Rome et enfin 15 degrés à Paris. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Je vous chante une chanson, vous allez la reconnaître ou pas? On va voir. Ah, j'ai pas dit que j'allais la chanter, j'allais dire que Non. Euh, Ensuite, c'est c'est que ça. Ah, normalement, je viens d'avoir un appel de ma psychiatre, Marès, je crois que tu vas re-rentrer en inter. Dimanche, je reviens, dès que je finis. Chanter. Non, ça vous dirait? Non. Toi, t'as reconnu, Samir? Hein? On m'a traité de vache. Je l'ai pas fait en mode.
Non, rien. Non? Vous êtes mauvaise au karaoké. Non, mais parce que j'ai envie que vous continuiez, c'est pour ça. Que les épaules. Babylone et Zina, excellente matinée à vous tous. Continuez. Continuez. Oui, oui. Non, Mais continuez. Vous je- voulez que je vous chante ou vous voulez qu'on continue à parler santé? chanter, tiens, ça va être un truc. Non, parce que le docteur Benachnou, sincèrement, s'inquiétait pour mon taux de cholestérol, pour mon... Taux de sucre. Mon taux de sucre. Tout Et est-ce qu'il y a dans la famille des trucs 0,89 sur le sucre, ça vous va? Alors c'est très. Je fais ça exprès pour faire le lien avec ma chronique. Voilà. Ouais, pardon pour la bouteille d'eau. I am sorry. Alors, du coup, on va la mettre là. Alors, du coup, vous inquiétez. Je vous jure, docteur Benachou, d'ici la fin du printemps, j'aurai repris mon... Printemps. Bon, Le printemps ne sera que plus beau.
Exact. Ouais. Ah, ça, c'est un truc. En plus, il est philosophe. Ça va? Vous Ça avez va. passé une bonne semaine? Très, très bonne semaine. Ouais. Eh ben, ça tombe bien. Ce matin, avec vous, on va parler d'éducation sanitaire, d'éducation thérapeutique. Éducation sanitaire, éducation thérapeutique. Et Si, je hein. fais le lien avec ce dont on parlait maintenant. Exact. J'ai fait exprès de parler de cholestérol. Vous êtes un peu malade? Comment? Vous êtes un peu malade? Non? Non, ça va? Ça va. Chantez votre voix un peu fébrile. Oui, ça c'est tout à fait normal. Je sors tôt le matin, il y a des... Ça va me poser un problème pour mon concerto de ce soir. Ah, vous allez chanter ce soir? Très bien, docteur Bellachnou. Heureux de l'apprendre. Heureux d'apprendre que vous avez une passion pour la musique. Non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Alors du coup, éducation thérapeutique, éducation sanitaire, on en parle avec vous. Il faut renverser. Pourquoi? Forcément. L'ordre des choses. Non, c'est important. Éducation sanitaire et éducation thérapeutique. Éducation sanitaire, il faut voir qu'avec le progrès de la science et pratiquement l'explosion des maladies chroniques à leur tête, le diabète et l'HTA, je crois qu'il faut, face à ces chiffres alarmants, il faut savoir raison garder et ne pas rentrer dans la maladie. Maintenant, on peut prévoir, on peut éviter, on peut ralentir la survenue. Je parle bien de la survenue d'une maladie chronique comme le diabète ou l'HTA. L'OMS parle actuellement de ne plus mettre le paquet sur la maladie, mais de mettre sur la prévention de la maladie. Et il y a un élément essentiel que l'on doit introduire, j'espère avec les réformes en matière de santé, Oui. c'est justement de pratiquer de l'éducation sanitaire dans le cadre réel d'une santé préventive, dans le cadre de notre système de santé. C'est quoi les cibles de l'éducation sanitaire? Et je ne remercierai jamais assez la régie de son choix. Et je vous dis tout de suite, on ne s'est pas mis d'accord, je crois qu'ils ont tout de suite compris. Les enfants en âge préscolaire et scolaire, je crois que ce sont les adultes de demain. Oui. Et ce qui est important, c'est de leur inculquer, au même titre que les bases des mathématiques ou de la littérature ou de la physique. Oui. Je crois que ça, il faut apprendre. Il faut sortir, et c'est là où je mets le paquet sur, Inch'Allah, les réformes qui vont venir, sur le fait qu'il ne faut plus être de ceux qui célèbrent la journée mondiale de ceci ou de cela. Non, ça doit être intégré dans notre mode de vie. On ne parle même plus de réforme du secteur de la santé, on parle de réformer carrément le secteur de la santé. Réformer carrément le secteur de la santé, et je crois que c'est le plus utile, le plus intéressant en se basant sur notre système de santé à qui on a fait des infidélités très graves. La plus grande des infidélités, ça a été de mettre le paquet sur l'hôpital, ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme. Ça veut dire qu'on attendait cet afflux et ce flux de maladies pour courir à l'hôpital, pour importer des médicaments, pour importer des appareils. Je crois qu'on peut inverser la tendance et d'agir au niveau des enfants en âge préscolaire et scolaire. Là, par exemple, leur apprendre à manger, les éveiller au fait que certains comportements alimentaires, c'est des enfants liés aux parents, les boissons sucrées, pas les boissons gazeuses. Je ne répéterai jamais assez que c'est pas le gaz, le gazouze, qui influe, c'est beaucoup plus la composition de l'aliment et avec son corollaire dans notre mode de vie quotidien, la publicité. On peut faire une publicité intelligente parce que tout de suite on m'a opposé le fait de dire hey, tu veux qu'on ne veut pas travailler, on ne veut pas produire. Non. Par exemple, là c'est important. Oui. Au niveau de l'hygiène des mains. L'hygiène des mains doit être quelque chose de quotidien, d'intégré dans notre comportement quotidien. Il ne faut pas attendre la journée mondiale de l'hygiène des mains. Je crois que là, il faut l'apprendre dans les écoles, il faut réunir les parents, il faut expliquer qu'il faut se laver les mains régulièrement. Oui. Attention, il ne faut pas que l'hygiène
devienne elle-même une maladie. Parce que Mais ça entre dans le cadre de l'éducation sanitaire ou de l'éducation thérapeutique? sanitaire, j'ai dit Sanitaire, hein. sanitaire, ça D'accord. débute, c'est sanitaire, c'est fournir des éléments, expliquer, informer les citoyens pour éviter de tomber dans l'éducation thérapeutique. C'est cela. Ça, c'est important. Voilà, expliquer, décider, tous ces éléments. Apprendre, comprendre, mesurer, et ce qui va avec. Dans le sens d'une horloge. Hein. Dans le sens d'une horloge, et c'est ce qu'il faut que ça soit Dans le sens inclus des aiguilles d'une horloge. dans notre système de santé. Et on a les éléments, on a le matériau qui est l'Institut national de santé publique, qui est le CEMEP, le service d'épidémiologie et de médecine préventive, qui sont les BCH. Je crois que ça doit être les premiers émetteurs, les centres vitaux, le quartier général d'une éducation sanitaire. Maintenant, on passe très vite à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Lorsqu'on a une maladie, et je reviens à une maladie chronique, Oui. ça ne veut pas dire que on se résume, comme on le fait maintenant, à renouveler son ordonnance, à prendre ses comprimés ou bien son injection régulièrement. Non, je crois qu'il y a aussi, pour diminuer, pour retarder l'impact des conditions négatives de la maladie, je crois qu'il y a une éducation thérapeutique que le malade chronique se doit d'avoir une activité physique. Là, c'est informer le patient qu'il devienne inclus dans la prise en main de sa maladie. Vous savez que ce qui est important, lorsque le patient, le malade, à ce moment-là, le malade du maladie chronique, lorsque vous arrivez à lui expliquer les choses, le mettre au courant, ça c'est en faveur d'une meilleure prise en charge. Parce qu'il y aura un élément essentiel, c'est qu'il va devenir acteur et non pas infantilisé, et surtout au niveau des médecins qui disent tais-toi, c'est moi le médecin, c'est pas ça. le... Et chez nous, c'est très fréquent. Écoute, au contraire, et c'est au rôle du médecin, justement, pour le mettre à niveau et qu'il devienne acteur dans la prise en charge de sa maladie. Et ce qui est important, très très important, je crois qu'il faut se défaire de cette vision hospitalière, thérapeutique de notre médecine et revenir à de meilleurs sentiments qui vont être très très bénéfiques pour la diminution de ces cas de maladie qui sont en train. Par exemple, expliquer qu'en Algérie, on n'en parle pas. Les mariages consanguins, c'est la source essentielle actuellement. Vous dites on n'en parle pas, on n'en parle pas, on en parle toutes les semaines. Hein. Ici, sur ce plateau. Oui. Oui, c'est important. Mais ça doit devenir au niveau du ministère de la Santé, au niveau de ces messieurs, dames du ministère de la Santé. Je crois que ce qu'il faut qu'ils comprennent, que maintenant, il faut intégrer, renforcer, mettre le paquet sur l'éducation sanitaire et l'éducation thérapeutique par des... Et on a les instruments, je les ai cités, l'INSP, tout ça. Et maintenant, par exemple, au niveau des écoles, au niveau des lycées, et surtout, un lieu qu'on oublie, au niveau de l'université, au niveau des restos universitaires. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est vital pour nous et ne pas rater, encore une fois, cette histoire de protéger la santé et justement de mettre le paquet sur la santé publique. Et ça va nous permettre, au-delà de rassurer, au-delà d'offrir un confort aux malades, diminuer ce piochage dans le budget de l'État, parce qu'à l'allure où on va, aucun budget ne pourra assumer ou assurer ces achats de matériel, ces achats. Je crois qu'il faut investir sur l'homme. Et deuxièmement, ça, et je vais conclure sur ça, la formation initiale des médecins. Il est temps, arrêtons de dire qu'il y a une commission qui se réunit, qui va faire ceci, cela. Non, c'est une commission où il ne doit pas y avoir uniquement des profs de CHU. Pourquoi ? La formation qui est assurée par les profs de CHU, elle forme les médecins pour exercer dans un hôpital, c'est-à-dire face à la maladie, d'exercer en sachant les marques de médicaments et consorts,
Je crois que ce qui est important, c'est de revoir pour dire que la médecine, la santé, la protection, selon les normes OMS, Oui. c'est agir sur le mode de vie et informer, discuter, établir un dialogue avec le patient et pour pouvoir ne plus dire « Escoute, un atbib, anta rum famak ». C'est quand même violent ce que vous dites. C'est violent parce que ça a C'est été la dit. réalité, quoi. C'est la réalité. C'est la réalité. Comme on dit, c'est pas moi qui suis violent, c'est la réalité du terrain. Je ne suis que celui il faut décortiquer le terrain. Il ne faut pas rester dans les commissions, dans des bureaux et ainsi de suite. Alors, que peut-on aspirer? À quoi aspirez-vous, en tout cas, concernant le secteur de la santé? Avec les réformes qui vont suivre, qui vont Oui, venir. Inch'Allah, je crois qu'en matière de santé, il faut bien réfléchir. Il faut sortir de ce magma, on mélange tout, on mélange le politique avec le truc. Non, je crois qu'il faut revenir, et en matière de santé, je crois qu'il faut individualiser et commencer une réflexion la plus large possible. C'est un secteur où l'Algérie, ou en tant qu'Algérien, en tant que médecin algérien, sincèrement, je suis très fier grâce à nos aînés qui ont su faire face à la demande populaire. C'est pas en fonction de ce qu'ils recevaient de je ne sais où, c'est en fonction de la demande populaire, en fonction de l'épidémiologie, en fonction d'une carte sanitaire. La pathologie, le risque de pathologie à Alger, à Oran, c'est-à-dire dans les centres urbains, est différent. Je vous donne une histoire, un fait historique. Oui. Dans le sud, à cause des vents de sable, nous avions de gros problèmes de trachome. Et il y avait un institut de Le trachome qui est qui est une atteinte des yeux. C'était très fréquent cette pathologie. Il y avait un institut du trachome au sud. J'ai Oui. oublié la ville, au sud. Maintenant, il n'existe plus, alors que la carte sanitaire, l'épidémiologie est très importante. Pourquoi le Centre national d'ophtalmologie ne se trouve qu'à l'hôpital Mustapha à Alger? Vous imaginez? Je crois que ce qui est important... C'est de l'algérocentrisme, ça. C'est algérocentrisme, hospitalocentrisme et toutes ces histoires. Et cette profusion de professeurs. Je ne suis pas contre les professeurs, mais on a beaucoup plus besoin de mettre que les médecins soient répartis, et ça existe, ils y sont, au niveau des secteurs. Là, on a une vue globale d'Alger, c'est au niveau de toute cette Alger, de toute cette population, il y a des médecins qui exercent dans les unités sanitaires de base. Il faut y aller, les former, et pour qu'ils soient, il faut qu'on renverse un petit peu cette donnée. Il ne faut pas faire comme des vierges effarouchées. On se dit, oh, chaque année, les chiffres de diabète augmentent, les chiffres d'hypertension augmentent, les handicaps augmentent. On ne fait que comme c'est le fait, là, à ce moment-là, il faut, avec les réformes, justement, que l'on agisse sur le milieu et qu'on arrive un petit peu à révolutionner tout ça par la formation. Ça, c'est pas un schéma classique. Il faut le faire très vite. Que ces commissions arrêtent de commissionner. Je sais pas si Bon, on l'aura compris, c'est le but du message en même temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'on sait ce qu'il faut faire. Et on a les cadres humains, on a masculin, féminin sur le terrain pour pouvoir entamer justement un hirak dans le ministère de la Santé. Voilà, Ça, c'est-à-dire améliorer, réformer avant tout. Et ça reviendra d'un côté bénéfique. Et on ne va pas en terra incognita. C'est pas en terrain inconnu. Non, on a les instruments pour différentes raisons. Depuis 2 ou 3 décennies, on les a écartés petit à petit pour mettre l'hospitalocentrisme. Rien ne se fera qu'en dehors de l'hôpital. C'est l'erreur qu'on a faite. Revenir à de meilleurs sentiments, à de meilleures pratiques, ça, c'est important. Ouais. Merci, docteur Benachou. De rien. Je pense que vous avez dit l'essentiel ce matin. Inch'Allah. Alors, on vous a reproché sur Twitter ce matin, tiens, je vais vous le dire. Ouais. On nous dit, mais après, vous savez, il faut prendre toujours les choses avec des pincettes.
Certains disent juste pour dire et d'autres pensent juste pour penser. Alors c'est une fidèle téléspectatrice qui dit, je ne comprends pas pourquoi Dr Benachou dit, ah je suis, on ne s'est pas mis d'accord avec la régie et merci de me mettre ces photos parce que c'est la réalité. Wallah al-Adim, c'est Non, vrai, je n'ai rien à. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que je représente, moi, un truc? Non, je représente un Algérien qui a été formé Vous êtes optimiste. dans l'université algérienne. Je dois, avec des maîtres qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils ne manipulaient pas des budgets. Et c'est vrai que maintenant, la régie, que c'est un travail collectif. Et c'est sûr que arrêtons de voir ce qu'il y a derrière Dr Benachou. Il n'y a rien derrière. Il y a Crémo Bougra qui vous Tout prépare droit, les images. tout droit devant. Voilà ce qu'il y a derrière Dr Benachou. Non mais c'est très bien ce que vous avez Ouais. dit. On avait peu de budget avant et on formait bien. Aujourd'hui on a beaucoup de budget, on forme très bien. Là, ça, on a des milliards de dollars. Un jour, il faudra peut-être qu'on parle enfin bon, après, c'est un sujet un peu populiste. Ce n'est ni le moment, ni l'espace pour en parler, mais la triche dans les examens de médecine, ça, c'est assez particulier. C'est grave parce qu'on se dit, si demain tu te retrouves face à un patient qui est entre la vie et la mort, est-ce que tu vas appeler qui exactement? C'est pas qui veut gagner des millions avec Foucault qui te demande d'appeler une personne de ton choix pour un appel de 30 secondes, bien au contraire, c'est la vie du patient qui est entre tes mains. Ouais. Merci, Dr Benachou. Je vous rien, souhaite avec un plaisir. excellent vendredi. Merci. Je vous souhaite un bon vendredi, comme diraient maintenant les Vendredi. Algériens. Et puis on se retrouvera dès vendredi prochain, Inch'Allah. si Inch'Allah. Dieu le veut. Inch'Allah. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Kenza Nechar, pas seule ce matin, elle sera avec Yassine Mohamed Tahimi. Il est formateur dans le domaine commercial et le développement personnel. On va parler d'employabilité d'ailleurs avec lui. Et Kenza Nechar, on va parler du rôle de la société civile dans l'insertion professionnelle. C'est la thématique d'ailleurs choisie ce matin. Mais juste avant, c'est Lamia Boudbouda qui nous parle de cette troisième édition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran et des manuscrits. Allons-y, on se retrouve juste après. Organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf sous le thème « Un Coran pour chaque élève ». La troisième exposition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran retrace l'histoire des éditions du Livre Saint ainsi que l'exposition de certains manuscrits et vieux exemplaires du Coran comme Al-Rodoussi et certains livres saints qui dateraient de 1635 et de 1708. المعرض هذا هو الهدف منه هو ربط الطفل الجزائري بالمصحف الشريف. جبنا معنا بعض المخطوطات اللي هي مرحلة ما قبل الطباعة، نشرحوا للطفل الجزائري كيفاش كانوا أجدادنا يحافظوا على المصحف ويكتبوه بخط اليد اللي نقولوا له المصحف المخطوط. شرحنا لهم الخط اللي كانوا يستخدموه أجدادنا اللي هو الخط المغاربي المبسوط اللي هو الخط الأصيل تاعنا احنا المغاربة والجزائريين يعني بالخصوص. شرحنا لهم أيضا الآليات اللي كانوا يعتمدوا عليها اللي مستمدة من الطبيعة، الصمغ، الدواية، النيلة وما غير ذلك يعني. Quelques outils traditionnels utilisés jadis dans l'apprentissage du Coran sont exposés, ainsi que les nouveaux moyens d'impression. بعد ذلك انتقلنا لطباعة أول مصحف شريف في إفريقيا ككل وفي الجزائر يعني بالتحديد اللي هو مصحف رودوسي سنة 1912 للخطاط الجزائري محمد شيرازي. بعد ذلك رحنا لطباعة أول مصحف شريف على يد الدولة الجزائرية المستقلة سنة 1981 للخطاط محمد شريفي. من ثم تحدثنا لهم عن تطور طباعة المصحف الشريف من 98 2011 إلى غاية 2018. En marge de cette exposition, un atelier dédié à la calligraphie est animé par un calligraphe pour inculquer aux enfants certaines règles fondamentales de la calligraphie arabe. سعداء جدا انه اطفالنا يهتموا كثيرا بهذا الفن، خاصة اذا وجدوا من يوجههم ويرشدهم الى هذا الفن، فاطفالنا يعني يهتموا كثير. عندي مشروع هو تنقل الى المدارس، مدارس الابتدائيات او المتوسطات او الثانويات، واختيار نخبة، وفي النخبة هذه النخبة يكون لهم مستقبل في هذا الخط وفن الخط. كذلك عندي عندي ورشات في المسجد
نتعلم ونعلمهم الرسم العثماني، بداية كذلك أولا بداية الخط، ثم يبدأون في كتابة صور القرآن بالرسم العثماني. La troisième exposition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran coïncide avec les vacances de printemps, ce qui a attiré plusieurs enfants accompagnés de leurs parents. جينا لهنا نديرو الثقافة العامة ونشكر الشؤون الدينية اللي داونا هذا المعرض باش الأطفال الصغار وكل العائلات يجوا يكتشفوا الخطوط العربية القديمة، الصحف تاع القرون القديمة. فرحنا كثير واعتبرناها مناسبة غير عادية، بحيث شفنا معارض كثيرة في الفنون التشكيلية في مختلف، زرنا غير كما مدينة جميلة الأثرية العتيقة، لكن فرصة كما هذه باش نتعرفوا على طباعة المصحف الشريف فرصة هامة جدا وعندها أبعاد مختلفة، خاصة كي نعرفوا هناك مصاحف ونسخ طبعت قبل 1000 سنة، وين من أهمها بعض النسخ، نسخة عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي كتبت ملاحظات أثناء كان يقرأه أثناء استشهاده، فهذه عندها أثر كبير على ضميرنا العميق في الدين. Excellente matinée à vous tous. On était en train de suivre donc le reportage de l'ami Abou Bouddha sur cette troisième édition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran. Et on revient au plateau 21 boulevard des Martyrs. Et ce matin, on va parler d'employabilité, le rôle de la société civile dans l'insertion professionnelle. Ça se passe avec Zanesha. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Alhamdulillah, ya Rabbi. Vous recevez aujourd'hui Yassine Mohamed Tahmi. Bonjour. Tahmi. Bonjour. Tahmi. Tahmi. Il y a Tahmi, il y a Tahmi. Voilà. Alors bienvenue à toi sur le plateau, Merci. Formateur dans le domaine commercial, développement personnel, l'emploi, c'est votre dada et on va en parler d'ailleurs et ça tombe très bien, le débat est ouvert. Allons-y. Merci. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler du rôle des associations, le rôle des fondations dans l'insertion professionnelle. Nous allons entamer sur deux parties. La première, ça va être justement qu'est-ce qu'on propose justement pour que les associations qu'elles puissent intervenir dans l'insertion professionnelle des jeunes. Mais en deuxième partie, ces gérants, ces cadres d'associations, ces managers d'associations, quel est leur rapport, qu'est-ce que ça fait pour eux d'être dans la société civile, dans leur CV, voilà. Donc et pour ça, il y a Yassine Tahimi qui est avec nous, qui a fait partie de nombreux collectifs, nombreuses associations. Encore, hein. Et il y est toujours. Et voilà, donc dites-nous, vous à travers votre expérience, au début vous étiez dans les associations dès votre jeune âge, et là maintenant vous êtes dans la formation des jeunes justement vers l'employabilité. Quel est le rôle maintenant des associations dans l'insertion professionnelle? Merci Kenza. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je me sens en famille, ça va, c'est assez cool comme ambiance. Bienvenue chez toi. Un petit peu méchant avec moi, mais ça va, pas plus que d'habitude. Alors, aujourd'hui, il y a un réel challenge, surtout dans la conjoncture actuelle, c'est que la société civile, et principalement que ce soit les associations, les fondations ou les collectivités locales, doivent aujourd'hui travailler sur l'employabilité et également sur l'entrepreneuriat. On voit énormément d'initiatives aujourd'hui en Algérie, telles que le GISR, telles que Nas El Khair, telles que Injaz, et il y a énormément de EFE entre autres. Et quand je vois aujourd'hui l'impact, certes, en matière qualitative, il est important. Mais après, sur l'aspect quantitatif, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, dès qu'on voit une initiative, on dit « Ah, il y a encore une autre association qui est en train de faire dans l'employabilité ou l'entrepreneuriat. » Et aujourd'hui, je vais donner un chiffre très simple. Si on regroupe toutes ces initiatives, on va se retrouver avec, soyons fous, 10 000
personnes touchées chaque année. Que ce soit étudiants, non étudiants, qu'ils soient d'un niveau universitaire ou pas. Et je vais vous donner un chiffre par rapport à l'université. 320 000 étudiants sortent des universités chaque année. Oui. C'est-à-dire, à votre avis, quel est l'impact réel de ces, sur le Conti, pas sur le Cali, sur le Conti, réellement est-ce qu'on touche suffisamment de gens? C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je lance un appel de cohésion, mais également d'engagement des associations et de la société civile, afin qu'elles puissent décupler ces initiatives, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la sensibilisation par la formation, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que une question de compétences, ce n'est pas juste une question de savoir-faire, mais il y a également un très grand problème en matière de savoir-être. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin d'avoir des automatismes, on a besoin d'avoir des notions en soft skills afin de faire face, que ce soit sur l'aspect professionnel, dans le monde professionnel qui commence, ou que ce soit sur la vie civile et comment être avec donc son voisin. Concrètement, ces initiatives-là, c'est des formations dans le domaine du développement personnel, en communication, c'est ça? Exactement, donc ça va d'un volet vers un autre. À titre d'exemple, Injaz, par exemple, tout le monde connaît Injaz sur le programme Company Programme pour lancer l'entrepreneuriat, etc. Mais il y a également énormément de programmes comme Steal Your Career ou Job Shadow. Job Shadow, c'est que on prépare, d'ailleurs j'ai eu la chance de participer avec eux à des initiatives à Adrar, à Ourgla, à l'extrême sud, pour pouvoir former des jeunes sur juste comment préparer un CV, comment préparer une lettre de motivation et comment passer un entretien. Et ces notions-là ne sont pas inculquées en université. Et c'est pour ça qu'il faut décupler ce genre d'initiative. Après, on passe vers des compétences soft, qui sont la communication, la gestion de temps, de soi, gestion de conflits, et passer par la suite à des hard skills, comme des notions de technique de vente, des métiers du IT, des nouveaux métiers, etc. etc. Voilà. Est-ce que les entreprises, concrètement, après, une fois que le jeune a fait justement cette formation, est-ce que l'entreprise prend, au moment d'employer ce jeune, est-ce qu'elle prend en considération son expérience ou cette formation-là? Vous savez, aujourd'hui, avec notre expérience avec les entreprises, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise et de DRH qui disent, et c'est très intéressant d'entendre ça, ils disent « Ana tenir de l'île familia ». Et cette notion de l'île familia est très large. Oui. Et lorsqu'on essaie d'extrapoler ce mot-là sur une compétence ou sur un savoir, c'est plus un savoir-être. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui a une vision positive de son avenir, quelqu'un qui est engagé dans le travail, et tout ça, ça s'apprend. Et donc ces formations-là changent les candidats et ça se ressent après lors d'un entretien et ça aide des entreprises à être sélectifs par rapport à un profil, par rapport à un autre. Aujourd'hui, des candidats qui ont dans leur CV des actions associatives sont mieux vus que des personnes qui n'ont aucun parcours associatif. C'est des gens qui ont communiqué avec d'autres personnes, c'est des gens qui ont côtoyé plus ou moins le milieu social et le milieu professionnel. Et ça aide beaucoup dans l'insertion professionnelle. Et là, vous me tendez la perche justement vers la deuxième partie qui est justement ces personnes qui gèrent les associations ont quand même un certain capital d'expérience qu'il faut absolument prendre en considération. Pas plus tard que, non seulement en termes de développement personnel, mais aussi en termes en relationnel. Pas plus tard que hier, j'avais rencontré une personne où j'avais collaboré avec elle lors de Nestlé avec dans le cadre d'un projet. Et là, elle m'a dit, Kenza, voilà, je suis à la recherche de commerciaux, je suis à la recherche d'un community manager. Donc, il y a aussi cet aspect-là, le fait de, quand on est dans une association, on développe un certain networking qui quand même est assez important. Le réseautage dans le secteur professionnel. Dans le réseau professionnel. Peut-on réussir son réseau? Non. Niet? Non. Niet? Non. Niet zéro. Bien sûr, parce que... Vous en êtes sûr? Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il faut être réaliste. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on va voir qui en premier? On va voir le papa. Allah, papa, tu connais pas quelqu'un avec qui je pourrais te donner le CV? C'est notre premier réseau. Ça veut dire que ton papa, ton frère, ton voisin est déjà ton premier réseau. Tu vois le voisin, tu le CV et là, donc c'est ça, vous définissez le réseau comme étant cela, quoi. Exactement. Vous ne définissez pas le réseau comme ces cercles de réflexion ou ces cercles de rencontres qui se retrouvent autour
autour de petits cocktails qui discutent et qui se balancent des marchés entre eux. Un réseau, ça se développe. Après, ce jeune-là, s'il fait partie d'une association estudiantine, qui fait partie d'une association civile, il pourra se retrouver demain dans un cocktail, comme tu le dis, ou il pourra se retrouver dans un événement, il sera invité, il pourra rencontrer un chef d'entreprise et proposer son profil et proposer... Que pensez-vous, par exemple, des rencontres organisées par Salam Hachem, Shamsdin Bazitouni et l'ensemble de jeunes qui se retrouvent une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois? Vous voyez de quoi je parle? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que ce genre d'initiative apporte toujours de la valeur ajoutée. C'est ça. Faire rencontrer des gens dans un but professionnel est toujours bon. Et ça aide des petites entreprises ou des jeunes qui cherchent à décrocher un job à rencontrer des personnes qu'ils pourront peut-être jamais rencontrer s'ils vont taper à l'entreprise directement. Donc ça reste toujours de très belles initiatives. Mais pour revenir à ce que tu as dit, Kenza, une association qui est active est une entreprise en soi. Parce que on prend le métier le plus basique, qu'on va dire basique dans le sens très restreint, c'est faire un événement pour une association. Donc pour faire un événement, on va retrouver un jeune qui sera responsable d'aller trouver un sponsor, un jeune qui va gérer un fournisseur, un jeune qui va gérer de la logistique, un jeune qui va gérer de la RH, parce qu'ils ont besoin de personnes pour pouvoir faire concrètement l'événement. On a besoin de quelqu'un pour parler, donc on aura quelqu'un qui sera bon dans la communication. Il faudra faire de la promotion de cet événement sur les réseaux sociaux, donc on va se retrouver à faire du community management, certes de manière professionnelle, mais on apprend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est apprendre l'expérience professionnelle tout en étant étudiant. Mis à part les skills qu'on peut développer justement en termes de gestion d'équipe, en termes de même nous-mêmes, parfois on arrive à se découvrir à travers des activités, à travers justement le fait de rencontrer des personnes. Souvent on rencontre un domaine où on n'était pas du tout... Exactement, et on apprend sur le tas. On apprend sur le tas, donc c'est tout un travail à faire maintenant par rapport aux associations. Mais il faut savoir, il y a aussi quand même beaucoup d'associations qui font de très très belles initiatives d'ailleurs où toi-même tu fais partie. Et donc pour cette nouvelle Algérie, il serait très important de puiser justement de ce réservoir de la société civile pour... On a eu la chance d'ailleurs avec EFE de faire une étude de marché sur la région du Sud. EFE qui est Education for Employment. C'est un organisme qui forme et qui fait de l'insertion professionnelle. D'accord. Et également en partenariat avec le GISR qui sert à faire le pont milieu académique, milieu professionnel. On a fait une étude de marché sur le Sud pour voir quelles sont les réelles problématiques de l'employabilité. Et on était très surpris, agréablement surpris de trouver des associations comme Green Tea qui œuvrent vraiment sur l'aspect employabilité au niveau de Tamnaraset, au niveau de Ouergla, au niveau de Bchar, au niveau d'Adra, où c'est certes des petites initiatives, mais qui apportent réellement une valeur ajoutée. Et tu m'as dit tout à l'heure, Nambia, elle m'a dit que je n'étais pas très d'accord avec quelques initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ouh, ça c'est vilain. Subhanallah. Subhanallah. Elle a attendu l'Algérie 2.0 pour m'attaquer. J'ai aucune limite. Non mais oui, je vais vous le dire. Voilà. Si vous voulez qu'on ouvre un débat clair, on va l'ouvrir ce débat clair. On a le temps de toute façon aujourd'hui. Voilà. Certaines initiatives, quand on les reçoit ici sur ce plateau, en tant qu'observateur et en tant qu'intervieweur, on a non pas la possibilité de donner notre avis, mais le devoir de poser des questions et de faire parler les gens. Certaines sont plus que louables. Plus que louables. Vous avez évoqué tout à l'heure ce que faisait d'ailleurs... alors, comment ça s'appelle? Injaz El Jazair, qui est un événement exceptionnel, mais qui ne s'arrête pas au côté événementiel, qui ne s'arrête pas à cette grande finale. Avant d'y arriver, vous avez des étapes, vous avez des rencontres, vous avez des coachs qui sont engagés, je ne sais pas comment on les appelle, les fameuses personnalités qui accompagnent les entreprises. C'est ça. Et vous en avez plein qui font dans ce style-là. Et puis vous en avez d'autres où on a l'impression que la rencontre ne se résume qu'à sortir un lexique anglo-franco-geek, où l'on doit parler de employment, on doit parler de certaines choses, où j'ai rencontré des jeunes sortant de là disant « je ne sais pas pourquoi j'y étais ». En termes de valeur ajoutée. Alors je ne les citerai pas pour ne pas non plus ne pas les léser, parce qu'il n'y a pas de droit de réponse sur ce même plateau. C'est une initiative avant tout, mais on a l'impression que quelquefois, certaines associations ou certaines entreprises, parce que c'est repris aussi par beaucoup d'entreprises,
arrivent à obtenir des budgets, le plus souvent venant de l'autre côté de la Méditerranée, outre-Atlantique et autres, et que le but, c'est juste de faire semblant d'eux. Un effet de mode. C'est un effet de mode, et puis on parle d'emploi, on parle de job, on va parle pousser le débat un peu plus d'entrepreneuriat. Mais par contre, la question qui était la plus grave n'était pas de parler de l'emploi. L'emploi, au contraire, même si vous dites que un mot sur toute une rencontre, mais qui peut être bénéfique aux gens, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'important. Les sujets qui nous inquiètent, nous, le plus, c'est sur l'investissement. Non pas l'investissement comme vous l'imaginez, mais l'entrepreneuriat. On a l'impression que l'on pousse aujourd'hui la société algérienne, je vais aller jusqu'au bout de mon idée et je vous laisserai répondre, que l'on pousse l'entreprise algérienne à ne plus respecter les démarches qui existaient dans le passé, au sens où on veut faire de l'étudiant algérien, du jeune diplômé algérien qui représente l'espoir aujourd'hui de ce pays, on veut en faire un chef d'entreprise à tout prix, qu'on ne veut plus le faire passer par les schémas classiques, travaille dans une banque, dans une administration, soit fonctionnaire d'un tel endroit, évolue, apprend des anciens, apprend ce que c'est que la hiérarchie, apprend le respect de la fonction que l'on te confie, apprend la responsabilité d'avoir un emploi. Ensuite, devient investisseur. Et effectivement, vous avez 1% ou 0,1% de la population dans le monde qui est née pour investir, qui est née pour devenir, c'est quoi le terme déjà ? Manager. Pour devenir manager, non pas manager, entrepreneur. Entrepreneur. Mais faire croire à tout un pays, comme on l'a fait, non pas depuis la création de cet effet de mode où c'est les États-Unis, les Français et autres qui financent toutes ces opérations d'entrepreneuriat et ces conférences sur l'entrepreneuriat, mais depuis la création même de l'ANSEJ, où on a fait perdre les vraies valeurs de l'emploi. Et ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais aujourd'hui, vous croisez un jeune, qu'il soit diplômé ou pas, et respect aux deux d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui sont exceptionnels sans diplôme. Mais vous leur parlez, ils vous disent tout simplement, dès le début, on ne parle pas de création de valeur ajoutée ou de création de quelque chose de plus pour le secteur économique. On va parler de quoi ? De comment devenir patron. Comment poser ses pieds sur la table. Mais moi, je veux devenir patron. Pourquoi tu veux que je travaille pour l'autre ? Et c'est ça qui est grave. Parce que moi, je vous dis, vous êtes mieux placé que moi d'ailleurs. Mais je pense que, et vous, et moi, et elle, chacun à travers sa fonction, nous rencontrons beaucoup de jeunes. Qu'ils soient sur les bancs d'université, qu'ils soient dans les universités et les amphithéâtres, ou qu'ils soient dans la rue. Et aujourd'hui, avec ce qui a été développé en termes d'enseignement et ce qui va avec, même si on ne le remet pas en question, ça a créé des emplois, mais ça a créé aussi beaucoup d'échecs en termes d'investissement. Ça a fait perdre beaucoup d'argent parce que les commissions qui distribuaient tout cela, quelquefois, elles étaient, et il faut le dire, elles faisaient dans la malversation, que l'on donnait parce que c'était le copain du voisin, que l'on donnait parce que l'autre a payé aussi une partie à celui qui était dans la commission. Et ça, il faut voir la vérité en face. On va essayer de voir la chose sur trois aspects différents, si tu permets. Moi, j'ai dit ce que je pensais. D'accord, très bien. Faire du jeune Algérien un patron dès sa naissance, c'est une perte pour l'économie nationale. Très bien. C'est un échec. C'est quoi un entrepreneur pour vous ? Je ne sais pas, ça vous. Est-ce qu'un entrepreneur, c'est un jeune, c'est un vieux? Est-ce que c'est un homme, c'est une femme? C'est toute génération confondue. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui n'en a pas? Ça veut dire qu'il n'est pas impossible de faire d'un jeune qui n'a pas d'expérience un bon entrepreneur. Exact. On est d'accord sur ce point-là. Très bien. Ça veut dire que ce n'est pas juste pousser pour pousser, mais ce n'est pas impossible et ce n'est pas quelque chose d'irréel d'essayer de faire ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une réalité économique derrière. C'est qu'aujourd'hui, je reviens au chiffre que j'ai donné tout à l'heure, on se retrouve avec 320 000 étudiants qui sortent chaque année et ce pourcentage augmente de 10% chaque année, d'accord ? Ce chiffre augmente de 10% chaque année. Et on se retrouve, suite à l'étude qu'on a faite, avec 120 000 à 150 000 postes d'emploi proposés chaque année. On en fait quoi des 170 000 qui restent ? C'est ça. On les envoie dans la gueule du loup, on leur donne 1 milliard qu'ils ne pourront pas rembourser dans 3 ans. Très bien. Là, on passe sur la deuxième question. Quelles sont les initiatives, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour pouvoir aider ce jeune à devenir un bon entrepreneur ? Je te rejoins sur l'aspect où tu as dit qu'il y a eu un effet de mode. Certes, il y a eu un effet de mode sur l'entrepreneuriat, former pour former et montrer qu'on a formé 200 jeunes, 500 jeunes, 600 jeunes. C'est très bien ça. Mais on ne retrouve aucune entreprise qui se crée derrière, juste des petites initiatives, des gens qui ont vraiment la hargne pour devenir entrepreneurs. Très bien. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train d'avoir une certaine réflexion. D'ailleurs, avec mes collègues de HEC, on est en train de faire un PGS actuellement, et on est en train de penser sur un nouveau modèle, qui est de faire une étude de marché sur l'entrepreneuriat informel. C'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat informel est une école en soi.
Ouais. Et il y a beaucoup à apprendre, ou pas, on ne sait pas. C'est qu'on est en train de faire une étude, d'ailleurs je salue mes camarades de la PGS, qui m'aident énormément sur cet aspect-là, où on Qu'est-ce que c'est PGS? post-graduation spécialisée, avec HEC, où on essaye de faire une étude de fond sur quelles sont les bonnes pratiques qu'il y a dans l'entrepreneuriat informel qui réussit réellement, et est-ce qu'on peut transformer ça en une formation réussite sur laquelle on pourra peut-être tester et former des jeunes, et sur la clé de cela, on pourra peut-être créer des entreprises. Le troisième point, qui est que ce jeune-là, l'initiative qui a été prise par un tel ou un tel, il a fait une formation, il n'y a aucun jeune qui va dire que je n'ai rien appris, que je n'ai aucune valeur ajoutée. Il a pu peut-être avoir de l'expérience dans cette aventure entrepreneuriale qui l'a aidé à décrocher un job par la suite. C'est-à-dire que, oui, je te rejoins du fait qu'il y a beaucoup d'initiatives en tant qu'effet de mode, mais ça n'a pas été que négatif. Ça a apporté beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de positivité pour les jeunes. Je vous ai dit, si lors d'une conférence, on en ressort avec ne serait-ce qu'une phrase qui nous marque, c'est que l'objectif de cet événement est atteint. C'est-à-dire que nous avons pu réussir ou inculquer ou donner quelque chose à cette personne qui est venue prendre du savoir, qui est venue. Maintenant, je reviens sur l'entrepreneuriat. Existe-t-il aujourd'hui des chiffres sur le nombre d'entreprises qui sont passées par les différents dispositifs? Et je parle essentiellement des jeunes. Je ne parle pas des moins jeunes qui, eux, ont vécu ce parcours, ce cheminement obligatoire qui nous permet... Après, je ne vous dis pas que tout le monde va passer par le même cheminement. Voilà. Mais il existe des standards aujourd'hui, que l'on veuille ou pas. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui des chiffres sur le nombre d'entreprises qui ont connu la réussite, qui ont survécu 5 ans après? Est-ce qu'il existe des réussites sur le nombre de chefs d'entreprise qui sont menacés actuellement par la justice parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser leurs dettes? Est-ce qu'il existe des chiffres sur le nombre de jeunes entreprises qui ont été créées, qui ont été lancées et qui n'arrivent pas à payer leurs impôts et la CNAS, et ils sont poursuivis par la CNAS et les impôts, parce que la CNAS et les impôts ont la possibilité de leur bloquer leur compte, parce que la CNAS et les impôts ont la possibilité de leur envoyer un huissier, parce que la CNAS et les impôts, elles ont ou ils ont la possibilité de carrément de les faire comparaître en justice. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai les chiffres, mais personne n'a les chiffres. Moi aujourd'hui, j'ai 2 entreprises. J'ai une de mes entreprises qui a été créée par l'ANSEJ. Alhamdoulilah, j'ai pu créer une seconde. C'est que aujourd'hui, je suis issu de l'ANSEJ et mon entreprise a dépassé les 5 ans. D'accord. Mais comprenez bien que je ne dis pas que l'ANSEJ est un échec. Je dis juste qu'on n'a pas assez filtré, qu'on n'a pas assez préparé nos étudiants, et nos diplômés et nos entrepreneurs. Justement, est-ce que ces entreprises-là, excuse-moi Yacine, est-ce que ces entreprises-là, ces jeunes-là ont été formés avant d'aller vers l'entreprise? Parce que c'est pas parce qu'on est peut-être médecin ou ingénieur qu'on est manager. Donc est-ce que d'abord il y a eu une formation, est-ce qu'il y a eu un suivi? C'est bien, l'initiative est bonne, mais pour moi le problème ce n'est pas une question de formation sur la compétence de manager, c'est une question de formation sur le mindset, sur le comportement. Ce que tu as dit tout à l'heure est très intéressant, c'est que les gens disent « moi je veux devenir patron ». Moi je veux devenir patron et avoir les pieds sur la table et avoir des gens qui travaillent pour moi. C'est une question de mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le challenge, les initiatives qui sont en place sont très louables et sont une aubaine pour beaucoup de jeunes. Et j'imagine qu'il y a énormément de jeunes qui ont pu réussir. Moi personnellement, je parle sur mon expérience personnelle. Moi je suis issu d'un quartier populaire, le Badjarah. Au Badjarah, les jeunes qui ont pu faire de l'enseigne ont réussi. C'est ça. C'est ce que j'ai vu dans mon environnement, d'accord? C'est que, en contrepartie, je pense que le problème est une question de formation en pré et en post. C'est ça. C'est-à-dire on a besoin d'une formation pré-investissement, que ce soit sur des compétences, mais pour moi, c'est surtout une question de mindset, c'est qui m'appelle le dihniyat, c'est comment changer la mentalité et inculquer de nouvelles valeurs. Et par la suite, aller sur des compétences dures. C'est quoi un manager? C'est quoi un leader? C'est quoi l'entrepreneuriat? Un jeune, il se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Il me dépose G5 quand j'ai quoi? J'ai rien, moi. Après, il la CNAS, il la CASNOS aussi. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est des notions
c'est qu'on apprend sur le tas. Moi-même, j'ai appris sur le tas, sans me faisant taper sur les doigts que j'ai, en fin de compte, je devais aller par là. Mais D'accord? là, pour les jeunes qui sont en train de nous regarder, si je suis un lycéen ou que je passe le bac cette année ou que je suis en première année de fac, qu'est-ce que je dois faire justement pour... Parce qu'on sait qu'il y a le jeune Algérien a son potentiel, mais il faudrait juste qu'il soit guidé. Ça, on l'a vu à travers différentes actions sur le terrain. Il faut juste qu'il soit guidé. Donc moi, jeune, est-ce que ça veut dire que je dois aller vers les formations, hein? Est-ce que je dois, quand il y a ce genre d'initiative, est-ce que je dois aller vers ces formations-là? Et qu'est-ce que je dois chercher ou voilà, est-ce qu'il y a un objectif à atteindre ou bien il faut que j'adhère à des associations justement pour connaître le fait d'être un communicant, le fait de gérer la logistique de l'événement. Aujourd'hui, la chance qu'ils ont, les jeunes Algériens, pourquoi choisir, c'est qu'ils ont l'opportunité de faire les deux. Très bien. Déjà. Très C'est bien. qu'ils ont l'opportunité d'être dans l'association, dans le monde associatif et dans des programmes. Et ça me désole parce que ça fait 4 années que je me baigne dans ce monde d'étudiants et de moins étudiants et de plus étudiants et dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'employabilité. Et ça m'attriste, ça me réjouit de voir les mêmes personnes, mais ça m'attriste de voir les mêmes personnes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que c'est parce que c'est nous qui sommes allés vers, est-ce que c'est un réseau ou bien il n'y a pas eu assez d'initiatives dans les différentes... Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives et c'est un effet de mode qui reste toujours dans la même communauté. Je pense qu'il faut vulgariser ça. Ça sera le mot de notre chronique. Si vous voulez revenir, vous revenez avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes chez vous ici, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Bien au contraire, fallait pas me relancer sur ce qu'elle disait. Parce que sur ça, on peut en parler pendant des heures. Je vous écouterai avec attention. Un débat un jour. Oui, avec plaisir. Mais il nous faudra ces chiffres. Ces chiffres qui doivent être avancés par l'ANSEJ, les chiffres qui doivent être avancés par les banques et les chiffres qui doivent être avancés étant attendus de l'ONS depuis un moment déjà. Merci madame. Merci beaucoup. Merci monsieur. Bon vendredi à vous. On se retrouve quant à nous dans quelques instants juste après ce reportage de Sabrina Khalifi qui nous présente aujourd'hui un centre. Il appartient à la CNAS. C'est le centre de prise en charge des enfants autistes. On se retrouve juste après. L'autisme prend une ampleur phénoménale en Algérie. Le nombre d'enfants atteints par cette pathologie ne cesse d'augmenter d'année en année. C'est une pathologie globale du développement de l'enfant avec des déficits dans différents domaines cognitifs. Il est donc important de favoriser une prise en charge globale qui aura pour objectif le développement de différents domaines d'acquisition. Compétences sociales, langage, communication non verbale, reconnaissance d'autrui, acquisition de l'autonomie. Ceci est indispensable afin de permettre une intégration sociale et scolaire. Pour cela, la Caisse nationale d'assurance sociale a créé des centres de prise en charge psychocliniques et orthophoniques des personnes à besoins spécifiques. La CNAS, agence d'Alger, à elle seule, si je me permets de dire, elle a déjà trois CPPU, 3 centres d'orthophonie spécialisés dans ce domaine. Et ces centres comportent plus de 258 enfants autistes et 117 enfants trisomiques, sachant qu'avec les 3 crèches aussi qui sont au niveau de l'agence CNAS d'Alger, il y a aussi une tranche qui ne dépasse pas une vingtaine. L'agence CNAS d'Alger, à travers le programme triennal 2017-2019 de la Direction générale, porte dans ce programme quand même une importante étude sur ces cas que la CNAS donne beaucoup d'importance afin d'améliorer la prise en charge de cette catégorie d'un côté. De l'autre côté, c'est de trouver un manuel de spécialistes concernant la gestion et le suivi de cette catégorie. En visitant le centre de prise en charge de Kouba, nous avons rencontré des mamans qui nous ont raconté leur parcours du combattant afin d'intégrer leurs enfants socialement et professionnellement. Aïda, ma fille, c'est un cas spécial parce que c'est un autisme atypique. Ça veut dire que c'est des autismes qui ne se déclarent pas à la naissance. C'est des enfants qui ont une évolution normale jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, voire même 4 ans, et ensuite les signaux se déclenchent.
ce qu'on appelle un autisme atypique, parce qu'il ne présente pas tout le tableau des signes cliniques. Et après, ça va être des enfants qui vont évoluer, disons, d'une manière pas trop grave, parce qu'ils ont des acquis. De 0 à 3 ans et demi, 4 ans, ils ont fait plein d'acquis, ils ont appris le langage, la marche. Donc après, ça va rester, donc les acquis vont rester. Il y a eu une période de régression, oui, ça a été très dur, parce que, bon, elle a régressé, elle était renfermée et tout. Au BED, au bout d'une année, une année quelques, disons, on a réussi à sortir il a fallu rééduquer plein de choses. Beaucoup de choses ont dû être rééduquées, l'orientation, le spatio-temporel, l'image du corps. Et elle a réussi ses études? On a été jusqu'au niveau 4e année, CE. Ouais. Et maintenant? Maintenant, elle travaille. Elle est comme assistante médicale dans une clinique. Elle progresse. Il est né normal, comme les autres enfants. Il réagissait normalement. Il mangeait. Même pour le photographier, il s'est Puis, à un moment donné, après le vaccin à 9 mois, enfin une année, il a commencé à dévier. Oui, mais il n'est pas le seul. Donc, on a fait des recherches sur l'Internet. On a vu il y a beaucoup de cas comme lui. Et à 18 mois, on l'a ramené à Madame Aoudjhan. Elle a vu on ne peut pas, c'est un autiste, mais il présente des signes d'autisme. Il faut le prendre en charge. Et depuis, peut-être l'autisme et Jalil. Non, il est scolarisé? Non. Même il n'est pas prêt pour la scolarisation. أنا قلت لكرامي كي كان في عمره أنه شكيت عنده حاجة خصاتو يعني بارابور الدراري ما يلاغيش مليح ما يبوجيش نورمو أنه بدا يحبي بيان كي تروح له حاجة كأنه تعطي له حاجة هكذا في يديه قادو تشنشانة ولا حاجة هكذا يلعب بها أم تيجوي هكذايا نورمو كي يطيح له هكذا يتبعو نو ما يتبعوش يقعد سيغ بلاص تخونيش ميم اللونغاج ما يهضرش بعد الحق 2 ans كيف وهضرت مع البيدياتر تاعو قال لي اون فوا كي يلحق 3 ans tu t'inquiètes ومن بعد سحقت انا حاسه وليدي عنده مونك ميم كي نهضر له الحق 2 ans كي نهضر له ماشي يجاوبني ميم بارفوا دي فوا قاعد يدور الحاجه هذيك تعطي له نجوي يقعد غير يدور فيه ولا كي تقول له نقول باغ اكزومبل ارواح عندي ماشي يجي عندي يقول لي اروح يعاودوش نقول انا وما كانش يهضر ما كانش ماما عطيني خبز ولا ماما عطيني الماء ولا ماما وجعتني حاجه يبكي يبر ومن بعد الحق 3 ans جيت هنا بعثوني هنايا با الانترميديير جيت انا سونتر بسيكولوجيك تاع قبه حق تاع ربي عاونوني ما غير لونغاج كان ناقص مي عنده الانتيجونس تاع القرايه يحب يتعلم ومن بعد تم تعلمني شي تم تعلم ما يكتب جوسكا ماتنو شي ما على بالوش اكزاكتومون لك تاع رامي عارفين ça il est différent par rapport aux autres parce que بسلامته يحب يقرا و ميم طون يحشم ويخاف دونك ماشي طفل اللي يقبح في الكلاس ولا طفل اللي يهبلهم عنده لا بوجات شويه سي نورمال كوم تو لي زونفون شنو يخاف بارابور دا يخاف ما يتجاوبش ما يقابحش ميم طون خدمه يخدم في الدار يجي الدار وحده يخدم يقرا وحده ما عنديش كاع كومبليكاسيون. Ces enfants trouvent d'énormes problèmes de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'où la nécessité d'augmenter le nombre de structures médicales et éducatives adaptées. Voilà, Sabrina Khalifi qui parlait de ces structures médicales et adaptées pour les enfants autistes, notamment avec cet exemple, celui de l'école de la CNAS, de ce centre de prise en charge de la CNAS des enfants autistes. Et on ne cessera de le répéter sur la nécessité de multiplier ces expériences et de développer beaucoup plus de centres, non pas que sur la capitale, mais sur l'ensemble des régions du pays. Alors, comme annoncé ce matin avec nous, Fatma Zahra Ben Ali, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en beaucoup de domaines d'ailleurs. Vous êtes cadre aussi à Algérie Post. Comment va Algérie Post? Ça va, tranquille. Tranquille. Ouais. Alors du coup, vous êtes également athlète.
Sport mécanique, c'est votre dada, vous adorez ça. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que coach, coach de vie, coach ou conseiller des familles également. On avait parlé il y a quelques jours des vacances scolaires, de comment aborder les vacances scolaires, comment reposer nos enfants durant les vacances scolaires, à quel moment fallait leur remettre le pied à l'étrier pour reprendre les révisions. Et puis donc aujourd'hui, retour sur comment rattraper le retard de révision à moins de 2 mois des examens de fin d'année, le bac juste après Ramadan, vers le 6, 7, 8 juin prochain. Vous avez aussi d'autres examens, le passage au collège, donc la 5e qu'on appelait la 6e. Vous avez le brevet également, le fameux BEF qui s'appelle BEM aujourd'hui. Alors le rôle et l'appui important des parents, on va commencer avec. Ah oui, là j'invite les parents, je leur dis venez me voir s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment besoin des parents, comme il reste que 2 mois, je parle plus aux parents qu'aux enfants. Alors, chez nous en Algérie, quand on aime notre fils ou notre fille, on la laisse dormir. Parce que très non. C'est ça. Alors, je demande aux parents d'être fermes, très fermes. Vous connaissez les stages fermés que les gens font? Il y a des stages fermés dans des colonies pour accélérer une activité. Quand on aime notre enfant, on ne laisse pas partir à un stage fermé. Non, au contraire. On l'inscrit. Là, on aime notre enfant, on le réveille à 5 h du matin. J'insiste aux parents. Vous aimez votre enfant, il reste 2 mois pour les examens. Premier trimestre, deuxième trimestre était moyen. Alors, s'il vous plaît, j'aime mon fils, c'est moi la maman, je le booste. C'est moi le coach. C'est les parents qui sont le coach et c'est plus la maman dans le domaine de le réveiller. Le matin, c'est plus la maman que le papa. Le papa, c'est avec des cris et ça fait des tambours. La maman, c'est la douceur. Voilà, moi je parle positif. Je veux un truc positif le matin. À 5 h du matin, la maman l'embrasse son garçon, elle le réveille, elle lui met son café, son truc, la chose qu'il aime. Il lui reste 2 mois. De 5h30 à 7h30, c'est la révision de ce qu'il avait fait. À 7h30, il est à l'école. À 5h30 jusqu'à 10 h du soir, c'est ce qu'il est en train de faire. S'il vous plaît, les parents, il reste 2 mois. Alors, je vous parle à vous plus qu'aux enfants. Alors, j'aime pas entendre ce qui nous l'aider. Je l'ai laissé dormir jusqu'à 9 h. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Je l'ai laissé. Les enfants tardent jusqu'à 2 h du matin, 3 h avec l'Internet et les parents n'ont aucune autorité maintenant sur les enfants. Toi, tu vois une maman qui prend le portable de son fils à l'âge de 16 ans, de 18 ans, je te jure que c'est 1% de la population qui le fait. Mais c'est un crime qu'on est en train de faire pour nos enfants, de les laisser faire. Ce n'est pas dans leur avantage. Ça ne les avantage en rien. C'est un grand désavantage. Alors je demande aux mamans de réveiller leurs enfants très tôt, d'être très fermes. Et de notre côté, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'estime de soi. Parce que l'enfant, s'il ne s'aime pas, il va pas être... Si j'ai un 9 et un 8 au premier et deuxième trimestre, je me vois nulle. Alors c'est ma maman qui m'embrasse tout le temps, mon champion, mon grand garçon, j'ai confiance en toi. Ça vient pas comme ça, rien n'est au hasard. Je t'adore, je sais que ça va faire, je sais que tu vas gagner. Beaucoup d'énergie positive pour que lui, quand il se réveille, il entend tout ça, il prend son cahier, il prend son livre, il dit je vais faire plaisir à mes parents. Parce qu'ils m'aiment, ils ont confiance en moi. Beaucoup d'énergie positive. Beaucoup d'amour, lui donner beaucoup d'importance pendant ces 2 mois. Mais je l'aime plus que ses 2 autres frères, ceux qui n'ont pas d'examen. 2 mois, ça ne va pas toucher à la personnalité. 2 mois et ça passe. 2 mois et ça passe. Alors les techniques de la mémorisation optimale, c'est le point que vous avez proposé. Ça consiste en quoi? La dernière fois, j'ai parlé avec toi d'utiliser tous les sens. On a parlé de ça et j'insiste sur ça. Utiliser l'audio, la visuelle, l'imagination. J'écoute, j'appelle ma mère ou ma copine ou mon copain, je lui dis s'il te plaît, tu m'enregistres ce cours ou tu me le lis. Parce que toi, quand tu parles, moi, quand Mahrez parle, je mémorise tout. Quand je te vois à la télé, c'est bon, je peux raconter ce que Mahrez a dit. Je peux raconter ce que mon père a dit parce que je l'adore. Je peux raconter ce que mon copain me dit parce que je l'aime bien. C'est ça. On invite des gens qu'on aime, on leur demande de nous enregistrer les cours. Sinon, l'audiovisuel, on a parlé de YouTube. De YouTube. Sinon, je redis, j'imagine un mentor. Moi, j'adore Brahim El-Faqih. Alors, quand j'ai besoin de me surcharger d'énergie positive, j'imagine que c'est Brahim El-Faqih qui est en train de me dire « Fais-le, tu peux, c'est un mentor là ».
Alors, si j'ai un cours qui bloque avec moi, je peux imaginer un mentor qui est en train de me le dire, de me le raconter. Et ça aide. Comme ça, on va utiliser tous nos sens, visuels, spirituels et auditifs. Aussi, mettre un bon parfum. Le cerveau mémorise beaucoup les parfums. Oui, le cerveau. Nous, on parle des techniques de cerveau. Le cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne? Le cerveau mémorise beaucoup tout ce qui est odorant. Oui. Si tu sens une femme qui passe avec un parfum spécial, Oui. un autre jour, si tu sens le parfum, c'est la femme c'est cette femme dont tu vas te souvenir. Oui. Moi, je connais le parfum de mon frère, de mon papa. Si je le sens n'importe où. Alors, quand on est en train de réviser... On les voit partout. Voilà. Quand on est en train de réviser, s'il vous plaît, essayez de parfumer l'endroit là où vous êtes avec un parfum que vous aimez. Comme ça, le cours va être mémorisé avec l'odorat. C'est ça. Tu me comprends? Ah bah oui. Là, je parle... Moi, je fonctionne par rapport à ce que le cerveau veut et demande. Aussi, il y a une autre technique. Je demande à maman de laisser les enfants ramener leurs copains à la maison. Le truc de la compétitivité. Si j'ai un ami avec moi, je fais un exercice, je chronomètre. On est un peu challengé, quoi. Ah oui, parce que tout seul, c'est pas vraiment... Nous, on aime être boosté, on aime être challengé. Alors, je demande aux parents de ramener un ami ou là, ou sinon de les surveiller de temps en temps. On rentre à la chambre et on voit ce qu'il fait. Aussi, il y a une méthode espagnole qui est très connue. Alors, le cerveau ne pourra jamais, et j'insiste sur ça, se concentrer sur plus du double de l'âge. Si j'ai 18 ans, je ne pourrai jamais me concentrer plus de 36 minutes ou 40 minutes. C'est comme ça qu'il marche. Le cerveau ne pourra jamais se concentrer à 80% plus que le double de l'âge. Tu vois les enfants à l'école, comment ils sont agités après une demi-heure ou 40 minutes? C'est parce qu'ils sont plus concentrés, ils ne peuvent pas. Alors, quand on est en train de réviser, s'il vous plaît, prenez 40 minutes, maximum 45 minutes de révision. Vous vous levez. Par élément, quoi. Oui, oui. Par sujet. Même si je ne termine pas mon sujet à 40 minutes, je me lève et je fais un tour de 10 minutes, pas plus, 3 fois. Et je reprends. Le tour, c'est pas prendre... C'est pas un truc de... Ouais, faut pas s'occuper des Non, non, non. Faut se vider la tête, plutôt. Oui, je fais ma prière, ou là, je fais un tour à la maison, j'appelle un ami, j'appelle une amie, je fais n'importe quoi pendant 10 minutes. Quand c'est 3 fois, ça sera une demi-heure. Quand c'est 3 fois, c'est une demi-heure. Alors je sors, je prends un café. Moi, je vous parle du fonctionnement du cerveau. C'est pas quelque chose de moi. Moi, je vous dis comment votre cerveau fonctionne. Alors si vous voulez réviser plus de 40 minutes, ce qui est plus de 40 minutes, ça va pas être mémorisé. C'est pour ça que j'ai dit, l'émission, elle doit faire moins. Myriam doit comprendre aujourd'hui, je peux pas me concentrer plus de 66 à 68 minutes. Je peux pas. Donc tu m'enlèves 20 minutes et puis on t'envoie. D'accord. Alors du coup, la diététique à suivre, régime alimentaire pour rafraîchir la mémoire. Ah oui, la malbouffe, c'est pas bon? Ah oui, bien sûr, tout est fonctionnel, Mahrez. Notre estomac prend 60% de l'énergie du corps. Nous, quand on a des examens, on bouffe de viande. Prendre la viande pour être résistant. Mais la viande, elle prend 2h30 pour être digérée. Ah bah oui. Alors, la bonne diététique, s'il vous plaît, c'est beaucoup d'oxygène, ouvrir les fenêtres. Si on ne respire pas, le cerveau ne pourra jamais se concentrer. C'est ce que je disais, il faut ouvrir le studio aussi. Ouvrir les fenêtres, beaucoup de soleil. Il faut du soleil pour que le cerveau aussi enregistre. Aussi, Alhamdoulilah, les vendredis, on prend beaucoup de soleil, nous. Hein. Nous, on pique-nique chaque vendredi, alhamdoulilah. Alors, on mange zbib. Comment on dit zbib en français? C'est les... comment on dit zbib on mange zbib, alors. La pêche sèche. Il y a plein de vitamines. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui ont pris beaucoup de soleil. Ils ont plein de vitamine C dedans. Et ça comment on dit zbib en français? C'est vrai, ça, j'ai oublié. Du haneb séché. Voilà. Alors, aussi, Mahrez, il faut prendre des douches. Ah oui, faut être propre, quoi. Je parle aux adolescents. Oui, non, c'est bien, s'il vous plaît, il faut prendre des douches, beaucoup de douches. Ça diminue l'énergie négative de la matinée. On ne parle pas de saleté, on parle d'énergie. Il faut prendre des douches chaque jour. Oui, ça régénère, quoi. Ça régénère tout le corps, ça régénère le cerveau et ça nous aide à nous concentrer. Alors, s'il vous plaît, minimum chaque matin, prendre des douches et ça vous donne la pêche. C'est ça, ça revigore d'une certaine manière. Et un peu de café, ça ne tue pas. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du café. Il y a beaucoup de mamans qui ne donnent pas à leurs enfants du café. Or que ça aide. Ça excite un peu le cerveau, quoi. Oui, on ne dépasse pas seulement les 3 tasses. On prend 2 tasses par la matinée, à midi, on prend du café. L'enfant, s'il part
à l'école à 1h30, il n'y a pas de souci, s'il vous plaît, les mamans, c'est pas un poison, c'est pas un poison le café, non. Un café sans sucre. C'est encore mieux, parce que quand il est sans sucre, la caféine fonctionne beaucoup plus. C'est un Français qui me l'a dit, Daniel. Ouais. Alors, sans sucre, c'est encore Avec mieux. le sucre alterne l'effet. Voilà. Ouais. Alors, il va... Altère l'effet. moi, je connais aucune amie à moi qui donne du café à son garçon. Elle me dit non, il va le... Mais Vous en donnez, vous, à votre fille? à 1h30, quand il part, les enfants, je fais un verre et une bouchée pour les trois, comme s'ils étaient à l'armée. Une bouchée tout... Parce que ça aide à fonctionner. Du chocolat noir aussi, ça aide à stimuler la mémoire. Alors, je vous dis, s'il vous plaît, un peu de café, chocolat noir, oxygène, beaucoup de soleil. C'est ça. Ouvrir les fenêtres et beaucoup de câlins, j'insiste pour les câlins. La préparation spirituelle, c'est quoi? Alors, quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion. Moi, je parle de spiritualité en général. C'est ça. Alors, méditer, c'est très important pour le cerveau, pour oublier tous les soucis et effacer tout ce qui est négatif, pour pouvoir charger le cerveau avec des modules, des examens, des textes, des équations. Comprenez-moi, quand je dis spiritualité, je vous dis s'il vous plaît, la spiritualité, مانيش نهضر على الصلاة ولا اللي يصلي ماذا بينا تكون في الصلاة. C'est ça. اللي راهو يدير Chacun fait comme il le souhaite. sa méditation. Mais la spiritualité est importante. Oui, aussi tous les problèmes اللي واحد عنده problème مع صاحبته مع صاحبه مع باباه مع يماه هاد الامور ça retarde la mémorisation. Je vous demande s'il vous plaît, il vous reste 2 mois, soyez égoïste. J'ai un petit souci, je le laisse à 2 mois. J'ai un copain qui m'énerve, je le laisse à 2 mois. 2 mois, maintenant. Je vous dis pas d'être faible, je vous dis laissez tout à 2 mois. Aimez-vous, ayez l'objectif d'atteindre votre objectif qui est passer l'année et avoir le bac, avoir le BM, faire plaisir à vos parents, se faire plaisir à soi-même parce que vous le méritez, surtout ça, Mahrez. Oui, c'est important ça. Et autre chose, évitez tout ce qui est souci pendant ces 2 mois. C'est ça. Évitez les téléphones, évitez les familles, évitez les disputes, sortez, marchez aussi. Ouais. Marchez, ça rentre dans tout ce qui est spirituel. Et régénérez-vous. Et bonne chance pour tous les enfants, parce que tous les enfants algériens, on est des Algériens, on mérite de réussir. Merci madame, merci beaucoup, c'était un plaisir. On se retrouve bientôt, comme d'habitude. Vous revenez quand vous voulez. Quand il y a une semaine du bac, Bah, je vais faire une injection. Vous connaissez l'adresse. Je vais faire un exir. Quand il reste une semaine du bac ou BM, je vais faire un exir de mémorisation. Eh ben super, bienvenue à vous en tout cas. Merci. Allez, quant à nous, lecture scénique, ça se passe où? Ça se passe au Théâtre National Algérien Mahidine Bechtarzi, à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïr et à l'Institut Cervantes. C'est qui a suivi pour nous ces ateliers? C'est Siham Kenouch. Juste après, on va parler d'un événement et on va parler d'ailleurs pratiquement de la même thématique. Comment préparer les examens en famille? Tiens, ce sera cette fois-ci avec Amina Belahrizi. Allons-y. Une lecture scénique du texte Mon Androïde avec la voix des stagiaires du masterclass du Théâtre National. C'était hier dans le cadre d'une coopération entre le Théâtre National Mahidine Bechtarzi et l'Institut Cervantes. Le théâtre, c'est une représentation de la vie. L'Algérie et l'Espagne, nous sommes un pays méditerranéen et il y a beaucoup de choses en commun. Et cette œuvre de théâtre nous montre les sentiments des personnes et ces sentiments peut-être dans l'algérien ou dans l'espagnol. Ça raconte que son mari, il était à Tokyo, il a fabriqué un robot, il a resté depuis 1 an ou 2 ans. Après, il s'est mis dedans, il a envoyé un colis pour elle. Et elle a constaté qu'il avait un cadeau pour son mari. Mais exactement, le robot, il a été masqué par son mari parce que son mari, il était à l'intérieur du robot. D'après l'auteur de l'Androïde, Paloma Pandrero, c'est une idée assez fantastique qui frôle l'ironie, mais elle est très profonde. Yo creo que es una comedia con mucha ironía. C'est en fait une comédie où il y a beaucoup d'ironie, certes, il y a aussi de l'humour, mais ça reste quand même très profond. C'est une histoire sociale qui raconte donc la vie d'une femme qui vit dans une solitude assez complexe. Et puis, est-ce qu'elle arrivera à surmonter les difficultés de son quotidien?
Android, donc, la lecture scénique a eu lieu, une présence sur les planches du théâtre, une histoire à raconter dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi à travers le monde. Le monde est-il devenu un androïde ? Voilà, c'est M. Kenouch qui nous parlait donc de ces ateliers dans ces lieux complètement différents, mais tellement beaux. L'Opéra d'Alger, chez le TNA et l'Institut Cervantes. Excellente matinée à vous tous. Ce matin, on va finir avec Amina Belharizi. Je me trompe pas, ça va aller. Alors, vous êtes psychologue de formation, vous êtes à la tête d'une entreprise, Wissal Épanouissement, c'est ça, je ne me trompe pas aussi. Alors, vous organisez un atelier d'ailleurs, comment se préparer pour les examens en famille. On va en parler dans quelques instants, ça se déroule demain, c'est à USMD, c'est au niveau d'Advanced Office, on va en parler dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que Wissal Épanouissement ? Alors, Wissal Épanouissement est une entreprise qui se compose de psychologues. On fait tout ce qui est en relation avec le développement des capacités des enfants et des adultes, le coaching et aussi la création d'outils éducatifs. C'est des outils qui développent les capacités des gens. Ça existe depuis quand ? Alors ça existe officieusement depuis 2005, officieusement en tant que projet depuis 2005, officiellement depuis 2011. Officiellement depuis 2011. Vous intervenez sur quel cas le plus souvent ? Alors en général, c'est dans les cas d'enfants qui souffrent de difficultés d'apprentissage, difficultés en lecture, écriture, aussi à propos du stress. Aussi, on a des cas d'enfants hyperactifs. Pour les adultes, c'est en général des cas de stress, des cas de conflit, surtout en entreprise, et surtout des cas qui veulent développer leur confiance en soi, leur mémoire, leur aussi façon de faire les choses. Quel type de résultats vous avez l'habitude d'obtenir ? En général, c'est d'excellents résultats, surtout avec la coopération, la collaboration des gens qui font appel à nos services. Alors du coup, on va parler de l'une des missions de votre entreprise, Wissal Épanouissement, c'est aussi d'organiser des ateliers. L'atelier qui nous intéresse aujourd'hui, pour lequel vous êtes présente d'ailleurs aujourd'hui, c'est comment se préparer pour les examens en famille. Exactement. Ça s'adresse à qui déjà pour commencer ? Alors, premièrement, c'est un atelier qu'on organise en partenariat avec notre partenaire Advanced Office. Oui. Alors, il s'adresse aux enfants et aux élèves qui sont en classe d'examen. On parle beaucoup plus qui sont en face du bac et BEM, et même qui vont passer leur 5e année. Oui. Et on parle en matière se préparer pour les examens en famille, parce que là, le stress n'est pas gobé par l'élève en personne. Il est partagé un peu. Exactement, il est partagé en famille, surtout par rapport aux parents qui se stressent des fois beaucoup plus que cet enfant. Alors, ce qu'on était en train de voir il y a quelques instants, c'est votre page Facebook. C'est la page Facebook de votre entreprise. Exactement. Wissal Épanouissement et Développement Personnel. Exactement. Alors, vous y diffusez d'ailleurs l'ensemble des activités de votre entreprise. Vous revenez sur des thématiques qui concernent l'ensemble des familles. Elles sont nombreuses, des familles à avoir des enfants en classe d'examen. Alors, l'atelier que vous organisez, c'est comment se préparer pour les examens en famille. Ça va se dérouler demain, samedi 6 avril. Exactement. Alors, qui va intervenir durant cet atelier et de quoi va-t-on parler exactement ? Alors, il y aura nos 3 psychologues, il y aura moi-même, il y aura mes deux autres collègues, Saïda Gouesmi et Lila Sahel. Pour Saïda Gouesmi, elle est psychologue de formation, elle est aussi enseignante et elle est créatrice aussi d'outils éducatifs. Pour Lila Sahel, elle est psychologue, elle est chercheure en matière de développement de capacités. Alors, pour les thématiques qui seront abordées en premier lieu, l'atelier se déroulera à USND de 9h du matin jusqu'à midi. On va commencer par un groupe de parole pour discuter comment ça se passe en famille, comment on fait face à ces examens, qui est le plus stressé et comment ce stress se manifeste sur la personne. Est-ce qu'on devient plus nerveux? Est-ce qu'on change de comportement? Est-ce qu'on arrive à apprendre une leçon? Et surtout, on va parler d'un truc qui est hyper important, c'est par rapport au bulimic learning. Le bulimic learning, c'est le fait de laisser ses cours à la dernière minute et essayer de les apprendre
apprendre aussi à la dernière minute. Et là, malheureusement, le cerveau déjoncte des fois. Et des fois, le cerveau, mes chers, il déjoncte. Mais il n'arrive pas à supporter, à accepter les informations. C'est un atelier aussi pratique. Oui. On va faire des exercices de mémorisation, de schématisation, de résumé, de programmation mentale personnelle, carte mentale. Aussi, on va faire de la relaxation, de la méditation. Et aussi, on va faire une petite simulation d'examen. C'est pour voir les Pour les mettre en réactions. condition. Exactement, bien, exactement ça. Exactement. C'est excellent ça. Ça va se dérouler de quelle heure à quelle heure? Alors, ça va être de 9h à midi, Inch'Allah. Combien de personnes attendues? Alors, Inch'Allah, ça va être une 60aine de personnes. C'est par rapport à Les la inscriptions salle. sont déjà finies? Exact. Non, Ouais. les inscriptions ne sont pas encore finies. Pour les gens qui veulent s'inscrire, ils n'ont qu'à se rendre sur le site d'Advanced Office et ils vont trouver le formulaire en ligne à remplir avant de venir, Inch'Allah, nous rencontrer demain. Alors, vous avez parlé des différents intervenants à l'occasion, du programme pendant cet atelier, de comment ça va se passer, les 60 inscrits déjà qui prendront part à cet événement. Quels sont les outils pédagogiques que vous mettez à disposition pour préparer les familles, pour préparer les examens en famille, parce que c'est ce que vous Ouais. dites. Alors, ce qu'on va faire, ça va être des mini-ateliers en famille. On va essayer de faire des mises en scène, des jeux de rôle. Pour les outils il y a notre partenaire qui va les fournir. Tout Ouais. ce qui est en relation avec l'article scolaire. Juste pour dire, Advanced Office, c'est un peu le techno, quoi. Hein. C'est Exactement. tout ce qui est papeterie, outillage pour l'école, le lycée, Ah ouais. le collège et ce qui va avec. Et aussi, je profite de cette occasion pour Les affaires saluer scolaires en général. Exactement, les affaires scolaires. l'informatique. Et je salue cette entreprise qui est notre partenaire parce que là, ils sont en train d'agir en matière de responsabilité sociale. C'est ça. Et ils fournissent beaucoup de bonnes choses pour C'est ça. leurs clients et pour la société. Alors Et ça, pour c'est important l'ensemble, de le souligner, effectivement. Advanced Office assure carrément la logistique. En commençant par la salle, le stylo, le calepin, et surtout pour faire la mise en scène et les simulations d'examen. C'est super, ça. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Yaïchek, je vous souhaite aussi à vous un très bon courage. Espérons vous voir demain, Inch'Allah, avec nous. Alors, il faut rappeler que l'événement va se dérouler demain, que chez Advanced Office, que c'est organisé par Wissal, Épanouissement, que c'est un groupe d'experts, pédagogues, psychologues qui prendront part à cet événement. Au-delà de cet événement, qui intervient à la fin des vacances, Ouais. nous sommes à 48 heures de la reprise scolaire, du retour au banc de l'école, au banc des classes d'école. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quels sont les événements que vous allez envisager? Comment? Alors, nous avons beaucoup d'événements. Parmi ces événements-là, c'est des formations au profit des enfants en matière de rééducation par rapport aux difficultés scolaires. On a aussi un événement juste à l'entrée scolaire, comment préparer mon enfant, surtout les petits-enfants de Oui. 4-5 ans à la rentrée scolaire. Oui. On a aussi C'est des bien d'y séances. penser, cela. Ouais. On a l'habitude d'organiser depuis plusieurs années, mais cette fois-ci, Inch'Allah, il va prendre une plus grande ampleur. Ouais. Sinon, nous avons aussi un cycle de formation au profit des professionnels, ça rentre dans le cadre de nos activités. Et nous avons Wissal Parents Club. C'est un club que nous allons réouvrir, Inch'Allah, au profit des parents et des professionnels. C'est pour leur montrer les nouvelles techniques d'éducation et d'accompagnement et pour aussi soutenir les enfants, surtout ces derniers temps avec le développement technologique. Ouais. Alors, on est un petit peu frustré le fait de voir un grand développement à l'extérieur et que l'enfant, par exemple, il vend une tablette un peu partout et lui, il n'en a pas ou là, il n'a pas le droit de l'utiliser. Alors c'est pour cela que nous avons créé ce genre d'atelier pour répondre aux questions des parents et des enfants. On a aussi un nouveau service, c'est le Family Building. C'est la thérapie familiale nouvellement habillée. Alors c'est sous forme d'activité qu'on organise entre les enfants et leurs parents. Que doit-on améliorer dans le secteur de l'éducation nationale selon vous? Alors, nous sommes à l'heure de la remise en question, nous sommes à l'heure de la réflexion. Vous faites partie des professionnels qui accompagnent les parents, qui observent les défaillances et les qualités du système éducatif et qui peuvent jouer un rôle
dans la réforme de l'éducation nationale? Que doit-on, de par votre expérience, de par ce que vous avez vu déjà, que doit-on améliorer absolument? À mon avis, c'est le fait d'éduquer l'enfant et l'enseigner avec des méthodes ludiques. Ouais. C'est pas ça qui manque. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de nouveautés. On parle pas juste en matière de méthode de Montessori, mais il y a aussi d'autres méthodes qui sont hyper intéressantes et qui vont permettre à l'enfant d'apprendre rapidement et surtout qui va aimer les études. C'est pas qui va en avoir marre. Ça ne deviendra pas une corvée, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut changer selon vous? Pour moi, c'est pas le fait de changer, mais c'est de prendre l'initiative de faire quelque chose de nouveau. Surtout en matière ludique. Parce que je précise, en matière ludique à l'aise, parce que l'enfant va se sentir à l'aise, et même l'enseignant. Et surtout par rapport au programme, si on parle du programme, il faut avoir un programme assez adapté avec l'âge de l'enfant et ses capacités. Vous pensez qu'il n'est pas adapté actuellement, à l'heure actuelle? C'est pas question qu'il n'est pas adapté, mais on a beaucoup de soucis. On a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage parce qu'on les inscrit très très tôt à l'école. Oui. Alors à 5 ans, il doit apprendre les lettres, il doit apprendre à écrire. Et en revenant à notre cadre théorique, professionnel et scientifique, à la théorie de Piaget, on n'a qu'à respecter la théorie de Piaget. Alors avec Piaget, on voit les capacités de l'enfant, on suit ses capacités pour lui donner ce qu'il doit apprendre. Après, il y aura, Inch'Allah, un bon feedback. C'est ça. On va revoir votre page Facebook, Wissal, épanouissement et développement personnel. Ça concerne le plus souvent les enfants. C'est une entreprise qui réunit des professionnels de la psychologie, de l'éducation, de la pédagogie également. On rappelle l'événement, ça va se dérouler demain chez Advanced Office au niveau du siège du CND. Comment se préparer pour les examens en famille? Vous m'avez dit, les inscriptions, c'est toujours en cours? Exactement, les inscriptions sont toujours en cours sur le site web de l'entreprise Advanced Office. Et ça a un coût ou c'est gratuit? Bon, c'est gratuit, l'événement est gratuit et il est ouvert à tout le monde. Merci madame, c'était un plaisir de vous recevoir. Amina Belharizi, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, tout va bien. Merci encore, merci d'être venu ce matin, c'était un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau. Quant à nous, que pourrait-on vous souhaiter? D'abord, une salutation particulière et un hommage particulier à la femme, bien qu'elle ait été au cœur du sujet cette semaine, au cœur de tous les débats. Femme, on vous aime tout court et personne n'aura le droit de vous toucher, ni Toutou, ni l'acide. Camarades, prenez soin de vous, on se retrouve tous.